je vais effectivement, donc je suis historienne, mais en fait aujourd'hui je vais surtout revenir sur ma pratique de formatrice en fait à ce qui s'appelle maintenant l'INSPE et qui avant s'appelait l'IUFM. Pour peut-être celles et ceux qui s'en souviennent, ça a changé de nom encore entre-temps, où du coup je réfléchis avec des collègues dans une perspective interdisciplinaire finalement sur la question du genre en éducation. Hein. Donc je travaille avec des collègues sociologues, des collègues géographes, des collègues qui travaillent sur l'analyse du discours, enfin toutes sortes de disciplines. Et on a monté dans l'Académie de Créteil, hein, où j'enseigne, donc un groupe de recherche en relation aussi avec nos enseignements. Et c'est vraiment à ce titre aujourd'hui que je vais vous proposer cette conférence. Donc c'est une conférence qui va vraiment revenir un peu sur ces enjeux-là, en fait, du genre en éducation. Enseigner l'égalité filles-garçons, mais vous verrez pas que. Quelles sont en fait les questions qui sont posées à nous, notamment personnelles de l'éducation nationale, mais au-delà de ça aussi de l'éducation populaire, en fait, puisque c'est un peu le même type de questions en fait qui se posent, hein, donc dans les établissements dans lesquels on enseigne ou bien dans les cadres dans lesquels on travaille dans l'éducation populaire. Voilà, alors habituellement j'interviens surtout auprès d'un public enseignant, que ce soit donc en formation initiale, en formation continue, au niveau du premier degré, au niveau du... Excusez-moi, il y a le vidéoprojecteur, j'essaye de trouver une position où je puisse être debout mais où j'ai pas le truc en pleine figure. Et donc, voilà, là, j'imagine que le public de la salle est plus large. J'espère que ça vous intéressera quand même. Je vais essayer de revenir un peu quand même sur des questions, hein, qui sont aussi des questions d'ailleurs qui animent la société aujourd'hui. Et je vais l'évoquer déjà donc d'emblée en introduction. Je pense qu'on ne peut pas en fait revenir sur ce qui se rapporte aux questions de genre en éducation et à l'enseignement de l'égalité filles-garçons sans évoquer le contexte particulier dans lequel on se trouve aujourd'hui en 2024, mais en réalité finalement depuis la deuxième moitié des années 2010, où on est dans un contexte international en fait qui est marqué par une nouvelle dynamique féministe mondiale avec des mobilisations féministes très puissantes, hein, dans tout un tas de pays qui peuvent se traduire par des grèves féministes de masse avec des millions de femmes et de minorités de genre qui s'arrêtent de travailler à une occasion, soit du 8 mars, soit en fonction des configurations locales, ça peut être aussi le 14 juin par exemple en Suisse, et où donc des mobilisations qui peuvent porter des revendications qui sont très différentes, qui peuvent être sur le droit à l'avortement par exemple, comme c'était le cas en Argentine, sur les questions d'égalité professionnelle en Suisse, sur des questions liées justement aux violences sexistes et sexuelles, comme ça a pu être le cas dans l'État espagnol aussi, où il y a eu plusieurs millions, hein, de femmes et de féministes mobilisées en 2018 ou en 2017, juste après justement un appel féministe international lancé par les militantes argentines. Donc en fait une dynamique féministe très importante qu'on retrouve aussi en France, hein, pas avec des arrêts de travail de millions de personnes à l'occasion des 8 mars, on pourra en rediscuter si vous le souhaitez tout à l'heure, mais en tout cas par une saturation finalement de l'espace médiatique autour de ces questions. On a pu le voir, ne serait-ce qu'à l'occasion de la mobilisation contre la réforme des retraites de 2023, où voilà, dans les manifestations, il y avait des cortèges féministes, des Rosies par exemple, hein, qui était une flash mob qui s'était constituée déjà quelques années auparavant. Je vois que ça fait sourire certaines personnes ici qui voient peut-être de quoi il s'agit quand je parle des Rosies, et même au niveau médiatique finalement, hein, une attention aux inégalités de carrière entre les femmes et les hommes, et du coup à la manière dont ça se répercute dans la retraite. C'était donc une question qui était posée de façon explicite et finalement à une échelle de masse pendant toute cette période. On le voit aussi dans tout un tas de manifestations et aussi d'interventions médiatiques, hein, par exemple les répercussions quand Adèle Haenel a dit on se lève, on se casse, ça a été repris aussi par tout un tas de militantes féministes à pas mal d'endroits. D'autres manifestations, hein, notamment autour des violences sexistes et sexuelles, qui sont présentes finalement dans notre espace quotidien dorénavant. Voilà. Et dans le même temps, évidemment, il ne vous aura pas échappé non plus qu'il y a une contre-offensive réactionnaire, certaines
pouvait parler, par exemple, pour les plus anciennes, peut-être de la période des années 80, et utiliser le terme de backlash, c'est-à-dire de retour de bâton, c'est-à-dire après la mobilisation féministe des années 70 en France pour le droit à l'avortement et la contraception, il y a eu tout un phénomène de backlash, de retour en arrière, qui a été mis en avant à tout un tas de niveaux dans la société, en France, mais pas seulement, hein, dans les pays occidentaux dans leur ensemble. Et on le voit aujourd'hui aussi de façon finalement concomitante. En Argentine, des mobilisations de masse qui irriguent la société et un président d'extrême droite qui est élu, qui s'appelle Xavier Milei, et qui a comme objectif, parmi l'ensemble de ses objectifs de privatisation de tous les services, il y a aussi cet objectif de faire en sorte que tout un tas d'acquis sur les questions de genre et de féminisme soient remis en cause, et où d'ailleurs que les études de genre ne puissent plus en fait exister, ou en tout cas exister suffisamment pour justement produire des choses. Hein. C'est le cas dans tout un tas d'autres pays d'ailleurs dans le monde. Hein. On le voit par exemple aussi aux États-Unis, tout ça. Et on le voit aussi, donc un phénomène de backlash, de retour en arrière, de volonté de détruire finalement des choses qui ont pu être acquises relativement récemment. Et on le voit aussi en France avec toute une mouvance d'extrême droite qui notamment fait de ces questions un objet de leur agitation, en fait, hein, de façon un peu centrale. Et c'est ce sur quoi je vais maintenant m'attarder de plus en plus, et ce surtout pour ce qui concerne l'éducation. C'est-à-dire que ce qui concerne l'éducation, donc le premier degré, le second degré, y compris même d'ailleurs l'université, ça fait l'objet, en fait c'est l'objet de la structuration de toutes sortes de groupes qui aujourd'hui se remobilisent contre ce qui se rapporte au genre, contre ce qui se rapporte à ce qu'ils appellent le wokisme ou le prosélytisme trans, ou encore le transgenrisme, ou encore le fait d'apprendre à des enfants à 3 ans à faire une fellation, ou la sodomie à 4, ou je ne dis pas les choses dans l'ordre, mais c'est présent précisément dans leur tract. Donc ils se mobilisent en fait contre tout ce qui se rapporte à l'égalité filles-garçons et aux questions de genre, globalement à tout ce que je vais dire ce soir, en caricaturant évidemment mes propos, hein, puisqu'il n'a jamais été question pour personne d'apprendre évidemment à des enfants à se masturber à 3 ans, à faire des fellations à 4 ou la sodomie à 5, hein, bien sûr. Donc c'est pas donc, des groupes hein, qui se structurent aujourd'hui et qui réagissent, donc organisés par exemple par Éric Zemmour, et là j'en parle puisqu'il va y avoir les élections de parents d'élèves vendredi. L'année dernière, ça faisait partie de la politique d'Éric Zemmour que de mettre en avant cette question, faire de l'agitation autour de cette question avec des groupes qu'il a appelés parents vigilants, mais on retrouve toute une myriade de groupes en fait qui aujourd'hui devant les écoles, dans le premier degré ou dans le second degré, essayent d'agir contre ce qui se rapporte à l'éducation à la sexualité, l'éducation à l'égalité des sexualités, l'éducation à la vie affective et sexuelle, l'égalité filles-garçons en définitive. Hein. Ce sont en fait, pour les ancrer un peu plus dans une histoire française, des réminiscences où en gros une reconfiguration des groupes qui s'étaient organisés au moment de la manif pour tous, en 2013-2014, je ne sais pas si certaines ici s'en souviennent, qui du coup mettaient en avant hein, donc, des affiches qui explicitaient, qui disaient, et je ne caricature pas, c'était leur orientation, « touche pas à mes stéréotypes » avec un petit garçon bleu, une petite fille rose, et qui du coup était vent debout contre la dite théorie du genre, qui en gros allait je ne sais pas quoi, produire des effets néfastes sur toutes les jeunes générations. Donc là, on a un peu changé hein, dans les discours, on n'est plus sur théorie du genre, mais on est sur wokisme, mais par contre, ça vient toujours des États-Unis, donc c'est toujours mauvais. Et puis, on passe aussi maintenant à un discours qui est beaucoup plus fort sur tout ce qui se rapporte aux transidentités, à ce qu'ils appellent aujourd'hui le prosélytisme trans ou le transgenrisme, qui était pas du tout quelque chose qui était aussi central hein, en 2013-2014,
2014, au moment, donc c'était au moment du mariage pour tous et toutes, et au moment aussi de l'expérimentation des ABCD de l'égalité dans tout un tas d'établissements. Donc si ça vous intéresse à ce sujet, on y revient de façon très précise dans ce numéro, mais en fait vous ne voyez rien à cette slide, j'ai l'impression, qui s'appelle « L'école ». Donc c'est une revue académique dans laquelle il y a des articles scientifiques qui sont publiés, qui s'appelle « L'école à l'épreuve de la théorie du genre », qui revient vraiment sur cette séquence 2013-2014. Ce numéro, on l'a coordonné avec un collègue qui s'appelle Gaël Pasquier, et donc il est sorti, je crois, en 2018, un truc comme ça. Donc c'est vraiment des enquêtes scientifiques sur ce moment particulier 2013-2014. Et là, aujourd'hui, on commence à rentrer dans un autre moment dont on verra par la suite ce qui se passera. Donc on a en fait ces deux éléments-là qui produisent des effets dans l'éducation nationale. Produisent des effets comment? À plein de niveaux. Excusez-moi, ça fait plein de petits bruits. On a déjà des contestations qui se développent et qui sont reprises aussi par des lycéens, des lycéennes, comme par exemple ça avait été le cas à la rentrée 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Balance ton bahut, le hashtag lundi 14 septembre sur les restrictions vestimentaires en fait dans les établissements scolaires, où il y avait eu toute une polémique autour des crop tops. Dans certains établissements, il y avait l'idée qu'il n'était pas question que les filles viennent avec des crop tops. Et donc, du coup, ça avait produit toute une mobilisation lycéenne, voire collégienne, et phénomène assez nouveau, qui a entraîné des garçons qui s'étaient mis en jupe à ce moment-là, justement pour montrer en fait leur désaccord avec ces restrictions vestimentaires qui sont adoptées dans les établissements. Par ailleurs, il y avait vraiment derrière cette contestation-là l'idée de mon corps, ton regard. C'est pas mon corps qui est hyper sexualisé avec les crop tops, c'est ton regard qui est hyper sexualisant. Moi, en soi, j'ai le droit de porter des crop tops. C'est toi qui en fais quelque chose d'hyper sexualisant. Donc un changement de paradigme aussi qui était porté par ces jeunes. On a eu donc cette mobilisation-là. Après, il y a eu aussi des mobilisations sur les questions trans, notamment suite au suicide d'une élève trans dans un établissement à Lille, qui en fait avait révélé le manque d'accompagnement de la vie scolaire dans le cadre de sa transition. Et puis donc tout un tas de polémiques autour de l'écriture inclusive. Je pense que vous en avez suivi un bon paquet. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus ce soir parce que c'est un sujet à part entière et puis parce que bon voilà, je vais essayer de parler un peu d'autre chose. Et donc tous ces éléments en fait, toutes ces pétitions, par exemple, toutes ces manifestations, ces mobilisations conduisent l'institution éducation nationale à prendre tout un tas de mesures, mais cette institution est prise entre des contestations féministes et une contre-offensive réactionnaire qui pèse. Donc voilà, mise en place des chargés de mission égalité dans un certain nombre d'établissements qui donc sont en charge de tout ce qui se rapporte à l'égalité filles-garçons dans leur établissement en définitive. Mais donc il y a la mise en place de ces chargés de mission, mais il n'y a pas forcément de moyens qui sont alloués pour que ces chargés de mission fassent leur travail dans de bonnes conditions, très peu de formation, etc. etc. Circulaire pour l'accueil des élèves trans, ça c'est Jean-Michel Blanquer qui met ça en place donc à la rentrée 2021, justement suite au suicide de cette élève, qui a été aussi donc qui montre que l'institution réagit face à un phénomène qui se développe, mais toujours dans une certaine mesure, puisque par exemple cette circulaire, elle a aussi beaucoup été critiquée parce qu'elle conditionne le changement de prénom de l'enseignant ou de l'enseignante, enfin c'est-à-dire le fait d'accepter le changement de prénom de l'élève à l'accord des parents. Alors même qu'on sait souvent qu'on peut, en tant qu'enseignant ou enseignante, être les premières personnes au courant de cette volonté de l'élève qui, en général, vont l'exprimer à leurs parents beaucoup plus tard. Donc ça fait toute une période finalement de malaise, mais ça révèle quand même qu'il y a une prise en charge finalement de la question. Et puis enfin, une multiplication de rapports. Et là, je vous mets le dernier en date, qui date du 10 septembre 2024, donc du Conseil économique, social et environnemental, sur ce qui se rapporte à l'éducation à la sexualité. Comme vous le savez peut-être, je ne sais pas, mais en réalité, depuis 2001,
chaque élève doit pouvoir bénéficier de 3 séances par an sur l'éducation à la sexualité, et ça c'est très peu mis en place par les collègues dans les établissements, etc. Et là encore, dans ce rapport, les chiffres qui sont donnés, c'est seulement 15% en fait, des élèves bénéficient de cet enseignement aujourd'hui, alors que depuis 2001, c'est censé être généralisé. Puis ça a été repris ensuite par Marlène Schiappa, puis il y a eu plusieurs rapports, dont des rapports qui ont été enterrés, etc. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'on est quand même toujours dans la même situation. C'est très peu mis en place parce que les collègues ne se sentent pas armés pour faire ces formations, parce qu'il n'y a pas de moyens suffisants donnés pour faire venir des intervenants et des intervenantes extérieures, parce que les collègues, justement, ont peur, en rapport avec le contexte que j'évoquais tout à l'heure, et les contre-offensives qui peuvent être menées localement par des petits groupes et qui peuvent conduire à du cyberharcèlement individuel de certaines personnes. Donc là, c'était pour dresser une sorte de petit panorama général, et je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur finalement, voilà, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Comment est-ce qu'on peut enseigner l'égalité filles-garçons? Comment est-ce qu'on peut justement ouvrir le champ des possibles? Je vais développer. Alors, je parle à quel titre aussi ce soir? Donc, formatrice à l'INSPE, ça je vous l'ai dit, mais je pars en fait de ce manuel qu'on a réalisé justement avec Gaëlle Pasquier et Naïma Anka-Idrissi, qui s'adresse aux enseignants et aux enseignantes de l'école dite maternelle jusqu'à la terminale, dans une perspective interdisciplinaire, et qui fait en fait des propositions concrètes d'activités, de séances, de séquences, de projets pour justement les collègues, pour armer les collègues justement sur ces questions, avec en même temps tout un tas de références bibliographiques qui sont fournies en lien avec la recherche qui se fait sur ces questions voilà, jusqu'à présent. Donc globalement, l'enjeu de ce manuel, c'est petit 1, de comprendre que l'école reproduit les inégalités entre les sexes et les sexualités. Donc il y a des fautes, je suis désolée, il y a des coquilles sur le PowerPoint, mais c'est pas grave. Et comment en fait les enseignants et les enseignantes y prennent part. Donc ça c'est le premier aspect, comment l'école reproduit les inégalités et comment on y prend part bien souvent malgré nous, en fait, c'est pas volontaire, et la plupart du temps c'est pas volontaire, c'est-à-dire qu'on reproduit tout un tas de stéréotypes sans s'en apercevoir. Et deuxième point évidemment central, parce que sinon ce serait trop déprimant, envisager comment les enseignants et les enseignantes, les personnels éducatifs peuvent participer à la construction de l'égalité des sexes, à la lutte contre le sexisme et les discriminations avec lesquelles ils s'enchevêtrent, c'est-à-dire pas uniquement, donc déjà voir qu'est-ce qu'on peut faire en fait, chacun, chacune dans nos classes par exemple, ou dans notre établissement, ou dans notre structure justement d'éducation populaire, et en même temps être toujours attentif et attentive à l'ensemble des rapports sociaux dans lesquels on est toutes situés ici, et pas seulement de genre. Je vais y revenir aussi dans la suite de la conférence. Alors, tous les enjeux autour de l'homophobie, la transphobie, le classisme, le racisme, auxquels ça peut être susceptible de s'articuler. Et donc, on propose des pistes pédagogiques, mais aussi des supports sur lesquels on peut être susceptible de travailler. Voilà, donc ça, c'est un peu le projet de ce manuel. Et je vais du coup préciser chaque fois des éléments. C'est plutôt une introduction ce soir à tout un tas de questionnements que, évidemment, des choses forcément très précises. Je ne vais pas proposer des séances ou des séquences ici, mais des pistes, en fait, de réflexion Alors, quelle pédagogie on met en œuvre dans ce manuel? Et ça, c'est important parce que ça permet de penser le cadre justement dans lequel on se situe. Alors, le premier point, c'est la mise en œuvre de ce qu'on appelle une pédagogie critique de la norme. Et là, on fait référence à cet ouvrage que vous pouvez peut-être vous procurer si ça vous intéresse, qui a été traduit récemment du suédois, en fait, qui avait très très bien marché en Suède, le livre le plus important du monde. Et l'idée de la pédagogie critique de la norme, c'est que c'est donc une pédagogie qui questionne les normes et les catégories qui sont produites, et comment elles produisent aussi des rapports de pouvoir, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se situer en aval des normes, mais en amont des normes, c'est-à-dire d'essayer d'ouvrir le champ des possibles avant de fabriquer la norme. Ça fait tout
ça fait partie aussi d'un questionnement pédagogique, hein, que je vais vous dire assez brut de décoffrage, c'est faut-il savoir qu'on est des filles et des garçons avant de déconstruire ce qui se rapporte à ce qui est attendu d'une fille et ce qui est attendu d'un garçon. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'ouvrir le champ des possibles et que finalement on est des êtres humains avant peut-être d'être une fille ou un garçon et du coup de se situer finalement en amont, hein, de la fabrication de ces normes. C'est donc ça, c'est un premier élément, hein, d'un point de vue pédagogique. Un deuxième élément, c'est donc une pédagogie inclusive. Alors maintenant, je dirais plutôt une pédagogie égalitaire, on pourrait en reparler si vous le souhaitez tout à l'heure. C'est que l'idée, c'est vraiment de s'adresser pour de vrai à tous et toutes, et pas seulement en principe ou en théorie. C'est-à-dire, du coup, justement, avoir une attention permanente à être dans des propositions qui sont égalitaires et qui ne sont pas excluantes, finalement, de certains élèves qui se trouvent, par exemple, en situation de handicap, qui sont racisés, qui sont mis de côté pour X ou Y raison, victimes, par exemple, de grossophobie, etc. Donc, être vraiment d'emblée, en permanence, dans une perspective égalitaire. Et là-dessus, pour le dire un peu plus clairement, on s'oppose à ce qui est... On s'oppose. Disons qu'on critique ce qui est très souvent mis en avant par les instructions officielles de l'éducation nationale, qui est l'idée de la tolérance. C'est-à-dire, il s'agirait de tolérer, apprendre à tolérer les autres. Je ne sais pas vous, mais quand on tolère les moustiques, on ne peut pas considérer qu'on est vraiment à égalité avec les moustiques. En gros, l'idée de la tolérance, elle induit toujours un rapport de pouvoir. Il y a toujours des gens qui tolèrent et il y a toujours des gens qui sont tolérés. Et donc nous, on se situe à rebours de cette idée-là. Hein, c'est vraiment les deux pendants, donc une pédagogie égalitaire qui s'oppose à une pédagogie dite de la tolérance, qui va accepter les autres, c'est-à-dire globalement les dominants qui vont accepter les dominés et qui vont de ce fait finalement se trouver dans une position qui est en réalité surplombante. Hein. Et donc on récuse cet enjeu de la tolérance et on préfère le remplacer par l'égalité. Alors évidemment, la tolérance, c'est mieux que l'intolérance. Hein. Ça, je le précise néanmoins. Cela dit, voilà, on peut aller beaucoup plus loin, en fait, du point de vue de l'inclusivité. L'autre point important, c'est la question de la perspective dite intersectionnelle. Donc, vous avez peut-être pu déjà l'entendre tout à l'heure quand j'ai présenté le début du projet du manuel. L'idée de l'intersectionnalité, c'est l'idée d'une attention au croisement des rapports sociaux. C'est-à-dire que tous, toutes ici dans la salle, on se situe dans plusieurs rapports sociaux. Donc, de genre, de classe, de race, entendu comme fabrication, construction sociale, bien sûr, du point de vue des sexualités, du point de vue du validisme, du point de vue de l'âge, etc. Et tous, toutes ici, on peut se trouver dans des situations où on est plutôt dominant dans ces rapports sociaux ou dominé dans ces rapports sociaux, en fonction en fonction des structures des sociétés dans lesquelles on est, ça c'est un niveau, et puis ensuite en fonction des circonstances dans lesquelles on peut se trouver. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait imaginer qu'une femme noire est plus dominée qu'un homme noir, puisque c'est une femme et qu'elle est noire. Mais par exemple, pour entrer en boîte de nuit, il est préférable d'être une femme noire que d'être un homme noir. Donc structurellement, voilà, c'est une femme noire est plus dominée du point de vue des rapports sociaux et de l'organisation de la société, mais conjoncturellement, dans les circonstances de l'entrée dans la boîte de nuit, voilà, les rapports sociaux jouent différemment parce qu'ils s'adossent à tout un tas de stéréotypes, etc. Bon, donc l'idée de la perspective intersectionnelle, et donc par exemple, voilà, on a beaucoup changé, parce que je n'ai pas précisé, mais le manuel a été réédité, il est sorti une première fois en 2018, et du coup on l'a réédité l'année dernière, parce que justement il y avait beaucoup de choses qui avaient changé, que j'évoquais en introduction, et notamment un point de vigilance sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est ce qui se rapporte au handicap et plus précisément au validisme, puisque précisément on avait tendance à parler de genre et handicap
à l'époque, alors que genre et handicap, ça fait porter la responsabilité de la situation sur les personnes en situation de handicap. Et évidemment, l'enjeu que nous, on souhaite poser, c'est l'enjeu structurel du système qui est validiste et qui fait porter la responsabilité sur les personnes en situation de handicap. Vous voyez un peu cette idée? Donc on a un peu basculé... Non, vous ne voyez pas cette idée. C'est-à-dire que ce serait comme si, soit on parle de... On dit les femmes ceci, les femmes cela... et en fait, on ne parle pas du système patriarcal ou du sexisme structurel, et on fait porter la responsabilité. Bon, bah, de toute façon, ils le font tout le temps. Hein. Si elles ne sont pas dans des positions de direction, c'est parce qu'elles ne veulent pas. Eh ben, par exemple, on s'oppose à cette idée-là, parce qu'en fait, ce sont les structures qui font qu'elles ne sont pas dans des positions de direction. Bon, sur les personnes en situation de handicap, c'est la même chose. Si on dit handicap, ces personnes handicapées ne font pas parce qu'elles ne peuvent pas, parce que ceci, parce que cela, ça fait porter la responsabilité sur ces personnes, et non sur le système qui ne permet pas qu'elles fassent ceci et cela. Ça, c'est toute l'évolution récente, y compris en SHS, alors qui sont plutôt présentes dans le monde anglophone, un peu moins en France, mais autour des disability studies, même s'il y a de plus en plus de choses qui se font aussi en France, qui montrent que l'enjeu, c'est pas la personne, mais c'est l'environnement. C'est du coup comment est-ce qu'on pose la question de l'environnement avant de poser la question sur la personne. Et le dernier point, évidemment, une approche matérialiste, c'est-à-dire qu'on matérialiste au sens... ces éléments-là, justement, ils sont structurels. C'est-à-dire, ils font qu'on a des personnes qui sont dans des situations économiques, dans des situations de travail, dans des situations de logement, qui vont expliquer finalement ces inégalités-là et ces stéréotypes qui continuent de perdurer. On ne peut pas sortir les stéréotypes de la société globale dans laquelle on est. Donc, par exemple, on travaille on fait des propositions pédagogiques autour du travail domestique ou même autour de l'institution éducation nationale, qui est quand même la première chose que les élèves voient quand ils y rentrent, qui est ATSEM, qui est AESH, qui est enseignante dans le premier degré, qui est directeur dans le premier degré, qui est chef d'établissement en collège et en lycée. Bref, l'éducation nationale, comme toute la société, est marquée par ce qu'on appelle la division sexuée du travail, donc c'est-à-dire un principe de hiérarchie et un principe de séparation. Alors là, je reprends des travaux de sociologues. Il y a 1000 travaux là-dessus, sur à peu près tous les secteurs d'activité que vous voulez, qui montrent comment il y a une reproduction des inégalités dans l'organisation du travail. Donc là, moi, je vous ai mis ces chiffres-là sur l'éducation, où on voit très bien qu'il y a 86% de femmes dans le premier degré. En revanche, il y a beaucoup d'hommes directeurs. Chez les AESH ou les ATSEM, c'est 99% de femmes. Du côté des chefs d'établissement dans le second degré, on a peut-être maintenant davantage de femmes, parce qu'il y a aussi des politiques qui sont menées en ce sens-là, mais il y a quand même toujours des inégalités. Puis alors bon, après, si on va jusqu'à l'université, on pourrait en parler aussi très longtemps. Je peux vous dire, aujourd'hui, on est sur 17% des universités qui sont présidées par des femmes. Et puis, on le voit très bien sur les bilans sociaux, qui fait quoi à l'université aujourd'hui, qui est dans des fonctions de direction, qui est prof des universités par rapport aux personnes qui sont maîtres ou maîtresses de conférences, on le voit très bien à quel point la division sexuée du travail se reproduit. Donc ça, c'est l'idée de l'approche matérialiste, c'est-à-dire qui travaille où, qui gagne combien d'argent, et du coup, ça, c'est vraiment cet enjeu-là. Alors, maintenant, on peut se demander, ça va, du coup, je parle pas trop vite, ça va. Pourquoi les stéréotypes sont un problème? Pourquoi, en fait, on fait tout ça? Pourquoi, par exemple, moi, je fais tout ça? Alors, l'enjeu de base, c'est ouvrir le champ des possibles. C'est-à-dire ne pas enfermer les enfants dans des catégories. Quelles qu'elles soient, c'est-à-dire de laisser la possibilité, par exemple, à une petite fille de jouer au foot et à un petit garçon, surtout, de faire de la danse, parce qu'une petite fille qui joue au foot, elle montre dans l'échelle des valeurs, elle rejoint le monde des garçons, alors qu'un petit garçon qui fait de la danse, il baisse dans l'échelle des valeurs. Vous savez, c'est la domination masculine, ça se traduit aussi par ça. C'est-à-dire que quand on fait des trucs de filles, c'est moins bien perçu que quand une fille fait un truc de garçon, où là, elle monte. Donc, évidemment, c'est ouvrir le champ des possibles, c'est-à-dire faire en sorte que les élèves soient le plus épanouis possible et le moins malheureux
du fait de ces cases dans lesquelles on essaye de les enfermer. Le deuxième point, et je le disais juste avant avec mon exemple, c'est que la société, elle est inégalitaire. Donc, ce n'est pas l'objet de cette conférence ce soir. On pourrait faire aussi une conférence sur pourquoi la société est toujours inégalitaire. On le voit dans les disparités de salaire qui perdurent. On le voit à plein de niveaux. Toutes les enquêtes sociologiques le montrent. Et évidemment, la manière dont on enferme les filles et les garçons dans ces catégories, ça veut dire qu'on les enferme finalement dans des attendus d'une société inégalitaire. Donc à une position qui est moins valorisante pour une fille, moins valorisée, une position qui est plus valorisante pour un garçon. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles finalement on considère que ces stéréotypes sont un problème. L'autre point, c'est qu'en fait ces stéréotypes, ils permettent, ils favorisent, ils sont là, ils autorisent tout ce qui se rapporte aux violences sexistes et sexuelles. Donc, de la blague, sur la blonde, elle n'a pas compris qu'il ne fallait pas mettre du Tipex sur l'écran d'ordinateur, et au viol ou à l'agression. C'est-à-dire que tous ces stéréotypes, ils font perdurer finalement les blagues. C'est pour ça que les blagues, il ne s'agit pas de cancel culture, etc. Il s'agit de avec qui on fait quelle blague, en fait. On voit très bien, il y a des blagues qu'on ne peut pas faire dans certaines circonstances avec certaines personnes. Et la question, c'est qu'est-ce que ça reproduit au quotidien comme attendu le fait de faire ces blagues-là, en fait. De la même manière, évidemment, les insultes. Les insultes, donc en général, je passe une petite vidéo, si vous le souhaitez, on pourra le faire tout à l'heure, mais peut-être que vous aurez plein de questions. Les insultes, c'est un rappel à la norme. Salope, pédé, pute, c'est un rappel à la norme. Ça veut dire que c'est des gens qui ont dévié de la norme et qu'on rappelle par l'insulte, par l'injure, et qu'on leur dit « rentre dans ta case, t'es plus dans ta case, il faut que tu rentres, et du coup je vais t'injurier pour te faire rentrer dans ta case ». Bon, donc c'est une violence, évidemment. Et après, voilà, tous ces stéréotypes, toutes ces cases, elles autorisent, elles permettent, elles sont là pour favoriser cette idée-là. Et du coup, le déploiement finalement de ces violences. Et puis, évidemment, tout ça, et peut-être ça c'est le truc le plus fondamental, c'est que ça génère énormément de souffrance, en fait, chez les enfants, chez les adultes. Le fait d'être enfermé en permanence dans ces catégories, le fait d'être rappelé à la norme régulièrement, soit par des insultes, soit par du harcèlement, soit par des violences, soit par tout un tas ça produit de la souffrance. Et par exemple, l'homosexualité, ça reste aujourd'hui une des premières causes de suicide chez les adolescenteux. Donc, il y a quand même un enjeu à essayer de réfléchir à ouvrir ce champ des possibles pour éviter ce malaise qui peut exister chez tout un tas de jeunes. Alors, évidemment, et ça c'est le dernier point et j'insiste, mais là je parle en tant que, on va dire, formatrice INSPE, et je m'adresse aussi à des enseignants, des enseignantes, le tout sans jamais porter aucun jugement sur ce qui se fait dans les familles. En fait, il y a le terrain de l'école et le terrain de la famille. Et ce n'est pas la même chose. Alors évidemment, s'il y a des violences intrafamiliales et des phénomènes d'inceste, là oui, on est dans un cas particulier, on y reviendra. Mais si, par exemple, dans une famille, c'est toujours la mère qui passe l'aspirateur, qui fait à bouffer, etc., il ne s'agit pas de dire « c'est pas bien dans ta famille ». En fait, nous, on est sur le terrain de l'école. Le terrain de l'école, il ouvre le champ des possibles. Il offre un autre regard qui va contrebalancer chez l'enfant celui qu'il a au quotidien dans sa famille. Peut-être, mais il ne s'agit pas de le mettre dans une situation de tiraillement, en fait. C'est pas du tout ça le projet. Le projet, voilà, c'est plutôt de dire que autre chose est possible, en fait. Dire que autre chose est possible. Voilà. Alors, comment ça se traduit concrètement, tous ces éléments-là dans les classes, donc, ce que les recherches en fait ont montré, c'est que ça passe par ce qu'on appelle le curriculum caché. Alors, le curriculum caché, c'est pas que valable sur les questions de genre, c'est valable finalement sur tout ce qu'on enseigne. C'est ces choses qui s'acquièrent à l'école sans jamais figurer dans les programmes officiels ou explicites. Et donc, du point de vue du genre, c'est ce que je disais au départ,
C'est-à-dire que le plus souvent, là, si je demandais aux enseignantes de la salle s'ils font des différences entre les filles et les garçons dans la classe, ils diraient non, pas du tout. Et en fait, quand on réfléchit justement et qu'on va au plus près des pratiques pédagogiques, et je vais y revenir après, on s'aperçoit que si, en réalité, on le fait. Et on le fait pour tout un tas de raisons. Et donc, ça passe par... donc, c'est comment, en fait, on va socialiser, malgré nous, différemment les filles et les garçons dans nos classes. Donc, par exemple, donc là, je vous ai mis tout un tas de gestes anodins qui peuvent être effectués et qui peuvent avoir aussi tout un tas de répercussions sur les élèves, même s'il y a des choses qui se font plus trop, il y a des choses qui continuent de se faire. Par exemple, quand il y a des équipes en EPS avec justement... des chefs d'équipe qui choisissent, qui prennent. Alors, il y a encore aujourd'hui des classes où ce sont que des garçons qui sont les chefs d'équipe et où après, ils prennent rarement les filles, vers la fin parce qu'ils sont bien obligés. Puis alors après, les gros ou les grosses en tout dernier parce que bon, ils vont sacrément faire perdre l'équipe, quoi. Ça se fait encore en fait dans les classes. Donc déjà ça produit une différenciation, ça produit une humiliation, ça produit un sentiment d'exclusion, ça produit quand même beaucoup de choses. Peut-être d'ailleurs vous n'avez pas été pris dans les équipes et peut-être que vous vous en souvenez encore parce que c'est des choses dont on se souvient. Donc il y a plein de petits gestes anodins de ce type-là. Il y a par exemple, et ça j'en parle souvent parce que je trouve très révélateur, une analyse des bulletins scolaires. Donc là on est plutôt second degré. À une même note, 10, il y a des appréciations qui sont données. À une fille, on va lui dire travail sérieux, il faut que tu continues. À un garçon, on va dire, a des grosses capacités, a des capacités, mais un gros poil dans la main. Et en fait, les deux appréciations différentes, ça produit quoi comme effet ? Ça produit chez le garçon le fait qu'il a confiance en lui, mais que bon, l'école, c'est pas son truc, mais que de toute façon, il va réussir. La fille, ça produit, elle n'est pas très intelligente, un peu scolaire. Bon, il faudrait qu'elle travaille, en fait. C'est vraiment sa seule porte de sortie, parce que de toute façon, elle est foutue. Et ça, c'est classique, une même note, deux appréciations différentes. Parce qu'on a l'élève dans nos têtes et qu'on se dit, on va l'accompagner, on va l'encourager, la fille, on va dire, travaille sérieux, vas-y, continue. Et le garçon va dire, ah, franchement, il en fout pas lourd et tout. Mais en fait, on reproduit tout un tas de stéréotypes en mettant ce type d'appréciation en place. Et alors, évidemment, le gros truc, c'est les interactions. Donc ça, c'est les interactions en classe. Donc là, il y a eu plein d'enquêtes de sociaux. C'est assez simple. Une sociologue, elle se met par exemple au fond et elle compte. Elle regarde combien de filles sont interrogées, combien de garçons sont interrogés, combien de fois, qu'est-ce qu'on leur demande. Et là, on s'aperçoit qu'il y a toujours des inégalités dans les interactions en classe. Alors, ça s'explique pour les enseignantes présents ici, peut-être, vous me le direz, oui, mais les garçons, ils prennent la parole n'importe comment, ils lèvent même pas la main, ils bordélisent la classe, etc. Donc, effectivement, souvent, les enseignants, ils font quoi ? Ils interrogent les garçons en se disant, on va les calmer, on va les... voilà. Et, sauf qu'en réalité, ça produit des effets en termes de qui occupe l'espace de la parole de la classe. Et du coup, après, comment est-ce qu'on se sent en tant que fille pour prendre la parole dans la classe, pour lever la main, etc. Les filles, elles attendent 3 plombs comme ça, qu'elles soient interrogées, elles attendent, elles ne vont pas prendre la parole, alors que les garçons, ils vont la prendre, et du coup, on va la leur laisser. Et donc ça, c'est un peu tout l'enjeu de réfléchir à ces interactions, qui on interroge, comment, etc. Qu'est-ce qu'on met en place avec les élèves ? Parce que ce que je racontais dans ma slide d'introduction sur le contexte, c'est qu'aujourd'hui, même dans le premier degré, ces questions, elles sont posées. Donc voilà, on a des délégués filles qui vont expliquer en conseil de délégués qu'il y en a ras-le-bol, que l'espace de la cour de récréation soit utilisé par les garçons et que les filles elles soient aux marges. Aujourd'hui, ça passe, y compris dans le premier degré, ces questions. Donc on peut très bien faire un projet de classe, discuter avec les élèves et dire vous comprenez, c'est pas normal en fait que l'espace de la parole soit occupé par les garçons. Et donc du coup, voilà, réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on trouve des solutions sur qui est interrogé. Combien de fois par séance. Et après, il y a comment on les interroge. Et il y a un très bel article scientifique de Nicole Mosconi sur les maths, alors j'en fais exprès de parler des maths, qui s'appelle « Variation sur une leçon de mathématiques », où là, elle montre, alors vous savez, les filles sont nulles en maths, c'est bien connu, et donc dans cet article-là, elle montre que non seulement il y a une égalité en collège, répartition de la parole, mais en plus... on ne les interroge pas pareil. On leur demande de répéter des choses qui ont déjà été dites. Alors qu'à des garçons, on leur demande de créer, d'innover, de réfléchir. Donc, avec une tonalité
dans l'interaction qui est différente. Et j'insiste sur les maths parce qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes sur les maths, hein, et vous savez que vous avez dû entendre parler du fait qu'en France, les maths, il y a un petit souci. Et donc, il y a plein d'enquêtes hein, de comment aussi c'est intégré très tôt par les filles le fait qu'elles seraient nulles en maths. Alors que, évidemment, tout ça, c'est complètement faux. On voit très bien, par exemple, entre le passage de la numération aux mathématiques. Donc là, on est sur le cycle 2, enfin, en gros, grande section CP-CE1. Du coup, oui, évidemment, il y a plein de mémoires, il y a d'étudiants et d'étudiantes qui sont faits sur plein de questions avec nous à Créteil. Donc, par exemple, il y a un mémoire qui montre très bien que ce passage-là, quand on change d'appellation, on produit finalement un décrochage des filles, en fait, rien qu'en changeant d'appellation. Enfin, quand on dit numération en grande section, quand on dit mathématiques, ça ne produit pas les mêmes effets. Bon, on pourrait en parler longtemps. Mais en tout cas, les interactions en classe, ça fait partie du curriculum caché. Et après, évidemment, tous les supports qu'on utilise, donc ça, je vais m'appesantir peut-être un peu longtemps en réfléchissant aussi avec vous à d'autres supports, mais en fait, ça fait déjà 50 minutes. Ouais. Non, mais bon, je vais pas. Non, mais je vais pas non plus. Donc évidemment, sur la question des supports, il y a tout un enjeu. Donc il y a des choses qui bougent. Donc par exemple, avec des collègues donc, de Créteil, on a mené une enquête récemment sur toute la littérature de jeunesse qui est sortie à la rentrée 2021, en septembre 2021. Et donc on s'aperçoit que sur les questions de genre, d'égalité filles-garçons, c'est beaucoup plus égalitaire en termes d'héroïnes et de fonction des héroïnes, mais on s'aperçoit que sur les autres questions, ethno-raciales, liées au handicap, liées aux sexualités, etc., ça reste quand même toujours très, 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 très marginal dans un corpus d'ouvrages qui sortent, 600 ouvrages qui sont sortis à la rentrée 2021. Globalement, et comme on sait que dans les écoles, il n'y a pas beaucoup de moyens, il y a souvent des ouvrages qui datent de les années 90, on a beaucoup plus de héros que d'héroïnes, des rôles très stéréotypés pour les héroïnes, mais ça, je ne vais pas forcément développer davantage en termes de, par exemple, prise en charge du travail domestique, etc., du fait que papa travaille. D'ailleurs, on est toujours sur des couples hétérosexuels et tout ça. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire en termes de littérature de jeunesse. Et aussi, donc, il y a les supports qu'on utilise et après, il y a comment on les questionne. Parce que nous, ce qu'on dit, c'est pas il faut cesser d'utiliser tous ces livres stéréotypés. C'est on les questionne. C'est qu'est-ce que ça produit. Par exemple, donc ça, on ne le fait pas trop dans l'éducation nationale, mais je le dis quand même parce que ça va vous faire écho. Quand on embrasse Blanche-Neige sans son consentement, parce qu'elle est soi-disant plus ou moins morte, excusez-moi, qu'est-ce que ça produit comme effet? Est-ce qu'on ne peut pas questionner cette idée, en fait? En tout cas, voilà, en gros, notre idée, c'est pas de cesser de parler de littérature patrimoniale, mais de l'interroger correctement. C'est le rôle de l'enseignant, de l'enseignante, c'est comment ne pas laisser passer justement tout un tas de points, de points qui reproduisent tout un tas de stéréotypes. Voilà. Évidemment, ça peut passer aussi, donc je passe un peu plus vite, par le fait de varier les supports. Donc de travailler avec des podcasts. Donc ça, moi, c'est un truc qui m'anime beaucoup parce que j'ai fait pas mal de cours là-dessus, parce que je pense qu'il y a des podcasts qui sont super et qu'on peut les utiliser en classe sur le temps calme, par exemple, après le déjeuner, et qu'on peut aussi les travailler vraiment dans plein de séquences différentes. Donc je pense notamment aux Odyssées de France Inter, mais pas que, mais dans les Odyssées de France Inter que vous avez peut-être déjà écoutées, il y a une vraie attention au genre, au fait de visibiliser des héroïnes autant que des héros. Mais évidemment, et là je suis un peu relou, mais je suis chercheuse, quand on fait faire des mémoires sur les Odyssées et sur combien de héros et d'héroïnes, on s'aperçoit qu'il y a une relative égalité en termes de personnages, mais on s'aperçoit que dans le podcast, en fait, dans les podcasts qui se rapportent à des héroïnes, il y a plus de personnages masculins que dans les podcasts qui se rapportent à des héros. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, il y a quand même toujours il y a toujours des choses en fait de ce point de vue à travailler ou en tout cas à questionner, mais il s'agit évidemment toujours d'aller un peu plus loin que ce qu'on voit, voilà. Et évidemment aussi la question des mangas qui sont très lus notamment dans le cycle 3 et puis
après, et qui peuvent aussi produire tout un tas de... On peut envisager tout un tas de pistes pédagogiques, hein, mais je le propose dans le manuel, à la fois dans le travail autour des mangas, sur par exemple la question justement du travestissement, hein, dans les mangas. Donc là, j'ai donné, c'est l'exemple de Princesse Saphir, je crois, voilà. Mais il y en a plusieurs autres, en fait. Et aussi, on peut travailler, évidemment, avec tous les films, hein, enfin, les animés hein, de Miyazaki ou d'autres animés qui posent ces questions. Et ça peut être des pistes pédagogiques pour travailler ces questions de genre. Et on peut enfin... donc, je suis désolée parce que j'accélère, là. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais je suis en train d'accélérer un peu. On peut aussi proposer des projets d'école. Et ça, ce que nous, on essaye de mettre aussi en avant. Alors, bien sûr, sur ces questions, il peut y avoir des résistances. Et donc, voilà, là, je voulais vous parler de ce que j'ai appelé l'affaire Chou-Fleur, qui est en fait un projet d'école autour de l'égalité filles-garçons qui a été réalisé donc en REP+, dans le 93, et qui est, à mon avis, révélateur de ce qui se passe un peu aujourd'hui dans l'éducation nationale, en fait, sur ces questions. C'est-à-dire qu'on est dans une école où on a des enseignantes qui sont très impliquées sur ces questions, qui ont envie de faire plein de choses. Donc, qui inscrivent leur classe au concours Lire-Ego. C'est une manière aussi pour moi de vous parler de ce qui existe. Le concours Lire-Ego, c'est un concours qui est organisé par une maison d'édition qui s'appelle Talent Haut, qui propose, en fait, des histoires contre-stéréotypées. Et puis, donc, elles emmènent les élèves dans tout un tas de sorties sur toute l'année. Et donc, elles leur font faire des histoires. Là, Super Costaud est amoureux. Voilà. Et puis, d'autres classes qui font des projets sur la réalité, ce qui est cliché. Donc là, vous ne voyez rien du tout, mais ce n'est pas grave. Il y a des situations avec des dessins qui sont proposés par les élèves. Donc, c'est vraiment un projet sur l'année. Et puis, il y a des classes où il ne se passe rien. Il ne se passe rien, peut-être parce que les enseignants et les enseignantes ne se sentent pas en confiance pour faire des choses sur ces questions. Hein. Enfin, en tout cas, il ne se passe rien. Et on arrive à la fin de l'année, et là, il y a une chanson qui est proposée. Alors, je ne sais pas si on a le temps de la passer, j'avais prévu de la passer. Je vais finir l'histoire et je vais la passer quand même. Je la passe ? Ouais. Donc, il y a une chanson qui est proposée à plusieurs classes de CP, donc des classes où il s'est passé des choses toute l'année, des classes où il ne s'est rien passé de l'année, qui s'appelle donc Chou-Fleur. Et cette chanson, elle crée toute une polémique. C'est-à-dire que du coup, les parents des enfants des classes où il ne s'est rien passé s'opposent en fait à cette chanson. Parce que dans cette chanson, il y a le mot zizi. Et parce que dans cette chanson, elle appelle, selon ses parents, à la transition de genre. Voilà, c'est une chanson qui promeut la transition de genre. Et donc, il y a les parents des classes où il ne s'est rien passé, qui sont contre cette chanson. Et donc, les parents des classes où il s'est passé des choses toute l'année ne disent rien, il ne se passe rien. Finalement, alors ça va assez loin, cette histoire, puisque ça remonte. Donc, dans un premier temps, les enseignants de ces classes-là disent « on ne chantera pas Chou-Fleur », tant pis, et proposent une autre chanson que je pourrais aussi vous passer, mais bon, voilà, qui est beaucoup plus stéréotypée. Et puis finalement, ça remonte jusqu'à l'inspection, et du coup, à l'inspection, l'inspectrice dit « ils chanteront Chou-Fleur ». Et donc du coup, voilà, Chou-Fleur est imposé à l'ensemble des élèves. Et conclusion, dans ce spectacle de fin d'année, on a un enfant qui ne vient pas, quelques enfants qui viennent et qui ne disent pas le mot zizi quand il y a la chanson qui est présentée. Ce que je veux dire par là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'évidemment, je ne vis pas au pays des bisounours, je vous ai présenté le contexte au départ, et il y a des résistances, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des malentendus aussi. Et là, moi, je pense que cette étude de cas, donc en formation en général, je donne les éléments et je laisse les collègues dire, à votre avis, il aurait fallu faire quoi ? Parce qu'évidemment, ce n'est pas simple. Mais il me semble que faire, par exemple, une réunion à destination des parents pour dire, c'est quoi le sens de cette chanson ? Quel est ce que je vous ai dit tout à l'heure ? C'est quoi le rôle de l'école ? C'est quoi le rôle des familles ? Etc. C'était une possibilité. Autre possibilité, ça aurait été qu'il y ait une vigilance collective face au projet d'école qui est adopté par tout le monde à la rentrée et que du coup, l'ensemble des collègues qui ne se sentent pas de faire quoi que ce soit l'expriment et que des dispositifs collectifs soient mis en place dans l'école pour que tous les élèves en fait, bénéficient de ce projet en fait, autour de l'égalité filles-garçons. En gros, ma conclusion à moi de cette histoire, c'est que en revanche, imposer Chou-Fleur par le haut, ce n'est pas non plus une bonne solution. C'est-à-dire, on comprend pourquoi ça a été fait et quelquefois,
ça n'est pas fait. Quelquefois, l'inspection lâche ou se met en retrait. Donc là, on peut dire, voilà, c'est cool, ça a été assumé, mais du coup, ça a été imposé. Et donc, du coup, ça n'a pas forcément permis d'avancer, ce qui fait que l'année qui a suivi, la question qui était posée, c'était, ça va être quoi le projet cette année ? En gros, avec une hantise, en fait, de qu'est-ce qui va être mis en place. Et là, du coup, voilà, moi, je pense que cette affaire-là, elle permet de montrer qu'il s'agit de faire redescendre, en fait, par rapport à... Là, je ne parle pas de groupes d'extrême droite, etc. Je parle d'organiser tout. Je parle de parents qui ne souhaitaient pas, doutaient, se disaient c'est pas le rôle de l'école, etc. Donc, on fait redescendre, on discute, on a, en fait, rien à cacher. Et voilà, et c'est vraiment, à mon avis, ce vers quoi il faut aussi qu'on tende, notamment dans la période dans laquelle on est. Je vous passe vite fait Chou-Fleur, du coup, ça fait une petite pause. Je suis une fille et je suis pas un garçon. Je demande à ma famille, mais personne ne répond. Pourquoi quand on est une fille, on nous donne des poupons, et quand on est un garçon, on nous fait jouer aux billes? On dit que les garçons naissent dans les choux, on dit que les filles naissent dans les fleurs. Tout ça c'est bien joli, mais c'est pas clair du tout. Ces histoires de choux, ces histoires de fleurs. Dès la naissance on habille pas pareil filles et garçons. Elles ont des robes qui brillent, ils ont des blousons marrons. Comment habiller les filles qui préfèrent le marron, et habiller les garçons qui adorent tout ce qui brille? J'ai bien vérifié, je n'ai pas de zizi, mais j'aime les pompiers, les cow-boys, les tracteurs. Je déteste le rose, les robes et les Barbies. Peut-être que je suis née dans un chou-fleur. Pourquoi garçon ou bien fille? C'est une drôle de question. Qui choisit garçon ou fille? Qui prend donc la décision? Il paraît que les chenilles deviennent des papillons. Est-ce que c'est d'abord des filles avant d'être des garçons? Est-ce que je suis un garçon manqué, ou bien une fille pas très réussie? Maman me sourit et pour me consoler, me prend dans ses bras et tout bas me dit: toutes ces questions vont t'aider à grandir. C'est comme ça la vie, tu verras, n'aie pas peur. Tes choix seront les bons si tu te fais plaisir. Je t'aime comme tu es, mon petit chou-fleur. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Voilà. Alors, je sais pas, peut-être, ou sinon, peut-être j'arrête maintenant et on échange. J'ai encore. Ça peut être ça aussi, ou ça peut être le moment de rebond. Comme vous voulez, si vous voulez faire une conclusion avant de passer aux questions-réponses, on peut le faire aussi. On va peut-être, parce qu'effectivement, j'avais prévu un peu trop, du coup. Attendez, je remets. Voilà, donc du coup, simplement pour... non, mais bon, en gros, après, voilà, il y a plein d'autres questions du coup que j'ai pas abordées. Je vais m'arrêter maintenant, je me dis que c'est bien qu'on échange et peut-être je pourrais déjà répondre, et puis éventuellement, j'ajouterai les derniers éléments. Il y a, en gros, l'idée de dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils pour mettre en avant ces questions et pour justement ouvrir le champ des possibles. Et effectivement, même s'il peut y avoir des résistances, il y a un véritable enjeu à essayer de faire redescendre ces résistances et essayer de comprendre finalement c'est quoi notre objectif et pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et c'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer dans le courant de cette conférence. Mais voilà, ça se pose sur l'égalité filles-garçons, et ça se pose aussi beaucoup, ça va se poser aussi beaucoup, je pense, dans les mois qui vont venir, autour
autour de l'éducation à l'égalité des sexualités, de l'éducation à la vie affective et sexuelle, hein, puisqu'il va y avoir un nouveau programme qui va être proposé sur ces questions et qui suscite déjà, même depuis la rentrée, des débats et des polémiques très fortes, hein, dans tout un tas de départements. Donc là, à mon avis, l'enjeu sur ces questions, il n'est pas, contrairement à ce qui a pu se produire en 2013-2014, de finalement abandonner le projet, parce que les ABCD de l'égalité avaient été abandonnés, l'offensive étant telle que voilà, mais justement essayer de trouver les moyens, hein, et trouver les moyens à tous les niveaux finalement de l'institution, je pense, d'essayer de faire redescendre et d'expliquer davantage ce qu'il y a derrière cet enseignement-là, à quoi il sert, hein. Donc c'est pas seulement les questions d'égalité filles-garçons, c'est aussi au-delà de ça, ouvrir justement sur ces questions d'égalité des sexualités, ouvrir, hein, le champ des possibles, lutter contre les violences sexistes et sexuelles évidemment, et tous ces aspects-là qui font partie. Donc je peux dire rapidement, bon, ça j'étais revenue aussi sur les questions, la perspective intersectionnelle, mais c'est pas grave, mais en gros, hein, l'idée de l'éducation à la sexualité, c'est une meilleure connaissance, meilleur respect de soi et des autres, prévention des violences sexistes et sexuelles et promotion de l'égalité. Donc c'est finalement tous ces aspects-là à la fois, et c'est en réalité complètement transversal. Là, je vous ai mis un petit schéma qui vient du livre donc, de Aurélie Gourmelon, qui s'appelle « Aborder l'éducation à la sexualité au cycle 1, 2, 3 », mais qui montre que ça se rattache aux sciences, ça se rattache à la littérature, à l'EMC, à la philosophie. En fait, c'est transversal, et de fait, on en fait finalement un peu sans le savoir en réalité, mais il y a un enjeu à justement être outillé aussi sur ces questions pour montrer le sens que ça a et à quoi ça sert aujourd'hui, et aussi pour faire redescendre par rapport aux différentes offensives. Voilà, je vais m'arrêter là, du coup, je propose qu'on échange, et puis peut-être qu'après, j'utiliserai d'autres slides en fonction des questions.